Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place parce qu'on va démarrer la session 1. Donc, tous les panélistes sont présents. Je suis navré pour les retards que nous avons enregistrés lors de la séance d'ouverture, cérémonie d'ouverture. Donc je vais tout de suite rappeler le thème de la session 1 entre stratégie politique sectorielle multiple et dynamique d'exécution, quel modèle de partenariat et d'intelligence collective pour une convergence harmonieuse, soutenue des résultats et des performances. Donc je retiens tout simplement la diversité des stratégies, la diversité des politiques sectorielles, la multiplicité des dynamiques d'exécution et bien sûr dans cette multiplicité et cette variété, quel est le modèle de partenariat, donc la logique partenariale et l'intelligence collective afin que nous puissions converger vers ce qu'on appelle une harmonie soutenue des résultats et des performances. Donc avec moi pour débattre de cette problématique, j'ai Si Ahmed Rahou, dans l'ordre, vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, pôle compétitivité, environnement des affaires. Bienvenue avec nous, cher monsieur. Si Mohamed Yousfi, qui est directeur général de l'Agence marocaine de développement de la logistique, Rachid Tahri, président de l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique, et M. Srer Filali, directeur du pôle stratégie et régulation, Agence nationale des ports, M. Isidore Biya, donc président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, M. Adil Gabri, premier responsable des affaires économiques à l'UNESCOA, et Julien Bournon, expert régional facilitation des affaires Afrique NUCED. Donc, messieurs, soyez les bienvenus avec nous. Je vais tout de suite commencer à donner la parole à Si Mohamed Yousfi, directeur général de l'Agence marocaine de développement de la logistique, sur tout simplement la stratégie logistique. Et, oui, pardon? Un problème de traduction, c'est ça? OK. OK. Parfait. Alors, mon interpellation, si Mohamed Yousfi, est relative tout simplement à la stratégie logistique. Y a-t-il une stratégie logistique? Qu'en est-il et de quelle manière elle s'articule? Parce que quand on parle de stratégie logistique, donc on parle de support à un ensemble d'activités. Donc comment elle est configurée? Comment donc elle se perçoit de l'extérieur, et où en sommes-nous par rapport tout simplement à la perspective de cette stratégie? À vous la parole, puis après, donc je vais demander à l'ensemble des intervenants, chacun d'intervenir sur la problématique centrale, les stratégies, les politiques d'exécution et de quelle manière donc on peut arriver à une convergence globale. C'est Mohamed. Merci Simonir. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je crois qu'avant d'aborder le sujet de la stratégie nationale de développement de la logistique, donc sa genèse, sa conception, je crois que également en fait parler de comment cette convergence avec les autres stratégies sectorielles, je crois que je dois rappeler que l'ensemble de ces stratégies sectorielles ont un ensemble d'objectifs qui sont en fait communs, dont deux me paraissent vraiment très importants. Un, c'est le fait d'ériger le Maroc en tant que destination de choix pour tout ce qui est donc IDE, qui sont donc bien évidemment générateurs de valeur ajoutée et d'emplois. Le deuxième objectif qui me paraît également très important, et celui qui nous intéresse le plus cette journée, donc c'est le fait de vouloir donc booster le commerce extérieur du pays, notamment dans sa composante export. Et dans ce sens, quand on parle export, donc automatiquement on parle de marchés mondiaux. Et là, évidemment, donc l'efficacité logistique donc s'impose et détermine la performance de tous les États, donc en termes bien sûr d'intégration et de compétitivité économique. Donc, suite donc, à ce constat sur ce que c'est l'importance du secteur de la logistique, je crois que c'est vers la fin de la première décennie des années 2000 donc, que le Maroc donc, a fait du développement du secteur de la logistique une priorité hautement stratégique, donc bien sûr avec une vision qui est basée sur un partage et une concertation entre le privé et le public. Donc tout le monde sait que le secteur de la logistique est un secteur qui est transversal. Donc c'est un secteur qui touche à tous les secteurs qui sont productifs. Donc l'approche qui a été adoptée pour l'élaboration de cette stratégie était une approche qui était basée donc, sur une réelle intelligence collective, bien sûr, entre tous les institutions qui sont concernées et le privé. Donc cette démarche elle a abouti bien sûr à l'établissement d'un contrat-programme qui a été signé devant Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en juin 2010. Donc cette stratégie logistique, elle est bien sûr articulée autour de
5 axes très importants pour ceux qui la connaissent. Bien sûr, le premier axe, ça concerne bien sûr la gouvernance du secteur, donc une gouvernance adaptée, donc ce qui a été traduit bien sûr par la création de l'Agence marocaine de développement de la logistique et de l'Observatoire marocain de compétitivité logistique. Le deuxième axe, qui bien sûr c'est le développement et là, de plateformes logistiques intégrées. Donc, je disais que cette stratégie logistique a été articulée de 5 axes principaux. Donc, le premier concerne la gouvernance du secteur, une gouvernance qui doit être adaptée. Et ça, c'est donc bien sûr conclu par la création de l'Agence marocaine de développement de la logistique et de l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique. Le deuxième axe, bien sûr, c'est le développement de tout ce qui est donc plateforme logistique intégrée pour la massification des flux. Et là, j'emprunte une expression à un collaborateur au niveau de l'agence. Donc, c'est vraiment l'épine dorsale de la stratégie nationale de la logistique. Le troisième, bien sûr, consiste à faire émerger donc des opérateurs logisticiens qui sont vraiment compétents. Le quatrième axe, c'est l'optimisation de tout ce qui est flux de marchandises. Et c'est l'axe qui nous intéresse le plus dans ces journées. Et bien sûr, cinquièmement, et le dernier axe, c'est bien sûr avoir des ressources humaines qui sont vraiment adaptées en termes de formation pour le secteur. Là, il faut juste rappeler que, en fait, le commerce extérieur, bien sûr, quand on parle de commerce extérieur, donc on parle bien sûr de flux import-export. Donc, et ce flux import-export, il est traité au niveau de cet axe, donc qui consiste bien sûr à l'optimisation de tout ce qui est flux de marchandises. Et dans ce sens, donc, je rappelle que le contrat programme qui a été signé et que je viens de citer porte dans ses lignes donc l'engagement ferme de toutes les parties signataires, qui ne sont d'ailleurs autres que toutes les parties qui sont concernées par les différents maillons de la supply chain, entre institutionnels et bien sûr opérateurs économiques. Donc je dis, donc ce contrat, il porte cet engagement ferme à ce que des contrats spécifiques à tous les flux de marchandises donc, soient bien sûr élaborés et mis en œuvre par l'ensemble de ces acteurs. Justement, la question que je voulais vous poser, qu'en est-il de cette opérationnalisation? Parce que la stratégie est là, les orientations sont là. Qu'en est-il de l'opérationnalisation? C'est là où on parle réellement de ce qu'on appelle l'intelligence collective de façon à rendre opérationnel ce qui a été signé. Après, je passerai la parole à Cheikh Madraho sur ces sujets, justement, de quelle manière on peut opérationnaliser dans une logique d'intelligence commune. Donc, pour parler d'opérationnalisation, donc, en fait, le contrat programme, comme j'ai dit, donc, il porte dans ses articles donc, cette notion de contrat spécifique relative à tous les flux. Donc, il y a un ensemble de flux qui ont été identifiés. Donc, chaque flux a un traitement qui est à part. Donc, pour chaque flux, il y a un contrat spécifique qui a été élaboré, d'accord, par l'ensemble des parties prenantes de ce flux, d'accord. Ce sont des contrats en fait qui portent un ensemble d'actions, d'accord. Ces actions ont été vraiment établies et dans un esprit de convergence et vraiment d'intelligence collective, parce qu'il y avait donc la concertation. Donc, donc la conjugaison de toutes les réflexions donc, qui ont abouti à ces actions. Donc, chaque action a un porteur, et chaque action, donc, en plus du porteur, donc, il y a des parties prenantes. Donc, tout le monde travaille de manière collégiale, en bonne intelligence, pour bien sûr la mise en œuvre de ces actions, et sortir bien sûr avec les dispositions qu'il va falloir bien sûr mettre en place pour mettre en œuvre donc, la stratégie dans toutes ses composantes. Merci beaucoup de cette précision. Donc, je reviendrai vers vous sur les évolutions, parce que certainement, il y a la logique de transformation digitale qui suivra derrière. De quelle manière donc la MDL s'y inscrit. Cheikh Madraho, je pense que vous étiez interpellé. Sincèrement, votre réaction, je dirais, primaire, quand on entend pléthore, intervention à différents niveaux, stratégie sectorielle, politique d'application, comment vous lisez l'ensemble, surtout sous un angle qui est très important, celui de l'intelligence collective. Comment on peut contribuer pour l'opérationnalisation surtout de ces stratégies, de manière à ce qu'ils puissent avoir un effet immédiat sur ce qu'on appelle la performance des entreprises, parce que c'est ça la centralité de la problématique. Merci. En fait, je pense l'exemple même de la mise en place de Portnet, depuis l'idée de départ qui date de plus de 10 ans, même une vingtaine d'années pratiquement, parce qu'à la fin des années 90, on commençait déjà à parler de plateforme, après que la douane ait commencé à digitaliser ou en tout cas à numériser un certain nombre de transactions. On peut en tirer un certain nombre d'enseignements pour répondre à la question. On peut faire le constat aussi général qu'au Maroc, de façon prouvée, on peut regarder plusieurs cas, on peut démontrer assez facilement qu'il est souvent on a des exemples, des expériences qui sont extrêmement réussies, mais prises individuellement.
Donc globalement, quand on arrive à focaliser un projet sur un endroit donné, sur une administration, une entreprise ou même un groupe d'entreprises ou un groupe d'administration, ça marche assez bien. Dès qu'il s'agit de collégialité, dès qu'il s'agit de transversalité, ça commence à poser problème. On peut dire, pour résumer, on est souvent efficace individuellement, mais nous manquons d'efficacité collectivement. Donc cette problématique de l'intelligence collective, c'est ce qui est démontré par le cas de Portnet. C'est quand on a réussi à mettre en place un système de gouvernance qui, finalement, quelles sont les caractéristiques qui ont fait que ça marche? C'est qu'on a pu faire ça en mode projet. Un mode projet, c'est quoi? C'est un groupe, un responsable clairement désigné, un budget affecté et un organe de pilotage avec des timings précis et une implication d'ensemble. Donc à partir de là, ça a commencé à fonctionner. Je pense que quand des structures ont été créées avec l'impulsion de l'agence, les choses ont commencé à marcher parce que tout le monde s'est senti à l'aise. Je pense que ce modèle est à prendre de façon beaucoup plus globale. Quand il s'agit de projets transverses, il y a toujours danger. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ce qui caractérise notre modèle de développement et sur lequel nous devons probablement avancer, puisque Sa Majesté nous appelle à un nouveau modèle de développement. Ce qu'il y a à améliorer, c'est la transversalité de notre action. Chacun dans son coin est performant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, le travail ensemble, on n'arrive pas toujours pour des questions de prééminence, de problématiques de coordination, d'étanchéité des programmes. Ça doit nous interpeller. Moi, je pense que franchement, le cas de Portnet aujourd'hui, d'abord, qu'il faut continuer dans ce sens. Il ne faut vraiment pas lâcher, parce que nous avons un instrument qui, par sa gouvernance, permet de travailler collectivement. Et il faut non pas simplement dupliquer, mais amener le maximum de choses. Donc, sur tout le reste, ma recommandation personnelle, c'est qu'on s'en inspire chaque fois pour dire est-ce qu'on a la structure de gouvernance et le mode projet nécessaire, qui n'est pas la juxtaposition de projets. Il n'y a rien de pire d'ailleurs que des projets contradictoires, avec des chefs de projet qui ne s'entendent pas. Alors on est appelé encore plus maintenant à le faire parce que la donnée et le partage de la donnée est un élément essentiel. Évidemment, le commerce extérieur est primordial là-dedans, enfin la donnée est essentielle, mais par contre, à noter, et ça j'espère que les choses vont avancer, autant nous avançons bien sur le commerce extérieur, autant le commerce interne, Maroc, reste extrêmement, aujourd'hui, encore en retard. Les factures, les échanges de factures, les escomptes, les chèques, les effets de commerce, etc., restent manuels. Et tous ces traitements sont coûteux, avec d'ailleurs des déperditions extrêmement importantes. La réflexion qu'on mène sur le commerce extérieur, il faudrait presque un Portnet, bon, évidemment qui ne s'appellerait pas comme ça, interne, pour qu'on fasse évoluer avec l'implication d'administration pour tout ce qui est marché public, tout ce qui est facturation sur l'État, tout ce qui est caution, entre autres. Et je pense qu'on devrait créer au sein des entités publiques aujourd'hui des équivalents Portnet pour toutes ces problématiques-là, qui aujourd'hui pourraient être en charge de dire le commerce intérieur mériterait d'être traité de la même façon, avec le même souci d'efficacité, et d'arriver à des plateformes où tout le monde peut se plugger et tout le monde peut échanger les mêmes informations, avec la définition dès le départ, qui est celle que Sa Majesté a dit dans un discours et qui a été rappelé, ne pas échanger de papier lorsque l'information est déjà disponible. Moi, je pense que le cœur de l'action doit être ce pilotage, cette gouvernance, et un principe qui doit être inséré comme une donnée de base, c'est le partage systématique de la donnée. Personne n'est propriétaire de l'information. Si on change de paradigme par rapport à ça, je pense qu'on peut évoluer. Une troisième composante essentielle, la dernière de ce triptyque pour moi important, c'est que la démarche doit non pas partir des besoins de l'administration ou de l'entreprise même, mais du besoin de l'utilisateur, qui peut être le citoyen ou une entreprise. Et donc, c'est ce qui a été fait dans Portnet, puisqu'on a construit quelque chose qui est au bénéfice de l'utilisateur et pas au bénéfice des administrations. Évidemment, finalement, ça rend service à tout le monde, mais la démarche de mettre l'utilisateur au centre de la préoccupation et la data, la donnée comme étant un élément partageable, plus une bonne gouvernance, ça permet de réussir la mise en place. Ce qui nous amène à la centralité du client ou de l'utilisateur, c'est-à-dire d'avoir une orientation client ou utilisateur de façon à rendre le système plus ouvert et performant. Je reviendrai vers vous sur cette question aussi, Serho, dans un second temps avec la problématique de digitalisation, parce qu'on va être encore confronté à quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'on va parler de
de conduite de changement, c'est-à-dire d'aller vers d'autres modèles qui vont fatalement décloisonner l'ensemble des services des entreprises et surtout les amener à travailler d'une manière collective. Et c'est là où, sincèrement, le défi est à relever. Isidore, donc je vous interpelle par rapport à cette question, surtout à travers votre sensibilité africaine. Qu'en est-il des pays qui sont confrontés à cette problématique-là, les stratégies, les politiques sectorielles et la performance collective, c'est-à-dire comment amener ces stratégies vers ce qu'on appelle leur objectif. Je crois que vous avez un micro à votre disposition, donc n'hésitez pas à en abuser. Bien, merci. Je crois que beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Nous travaillons effectivement pour l'utilisateur. En fait, tout doit être orienté utilisateur. Tout ce qui doit être mis en place, effectivement, toutes ces stratégies doivent viser à la satisfaction de l'utilisateur. Et à ce moment-là, les efficacités individuelles doivent devenir des efficacités collectives. Et je pense que c'est à ce niveau que notre métier, celui des guichets uniques, intervient pour mettre tout cela en musique. Mais vous avez dit quelque chose qui me paraît fondamental, c'est la conduite du changement. Parce qu'en réalité, on se rend compte que les habitudes ont quelquefois la peau dure. Toutes ces évolutions ne sont pas perçues de la même manière et tout le monde n'est pas au même niveau. Donc je pense qu'un des rôles que nous avons à jouer, c'est effectivement cette sensibilisation, cette concertation, cette formation même pour faire en sorte qu'il y ait une compréhension partagée de la vision qui est celle que nous voulons faire passer. Et c'est là où le problème se pose quelquefois, parce que les administrations, en commençant par elles, j'ai dit tout à l'heure, ce matin, en intervenant sur un autre sujet, qu'on a l'impression quelque part que chacun, dans son domaine, est jaloux de ses prérogatives. Mais en réalité, il faut aller au-delà de ces prérogatives. Il faut voir l'intérêt commun, il faut voir les objectifs recherchés qui sont la compétitivité du commerce extérieur. Donc je pense que l'exemple du Cameroun que j'ai cité ce matin n'avait pas d'autre but que de montrer qu'il y a toute une phase de sensibilisation qui est déterminante dans cette démarche. La technique, bien sûr, il faut maîtriser la technique. Hein. Nous avons aujourd'hui des experts dans tous les pays pratiquement. Je pense qu'ils ont les mêmes formations que tous les experts internationaux que nous connaissons, mais il est important qu'il y ait une véritable sensibilisation pour que ce partage, cette efficacité devienne une efficacité collective. Nous avons dans certains pays différentes formes juridiques, mais quelle que soit la forme juridique des guichets uniques, je crois que ce qui est important, c'est de mettre au cœur de ces guichets uniques la notion de partenariat. Quand nous travaillons en partenaire, je pense que tout le monde comprend que c'est un intérêt commun, c'est une vision commune que nous partageons. Et je pense que c'est ajouté à tout ce qui a été dit. Je pense que c'est un complément que je voudrais apporter à ce débat. Si, merci Isidore. Je reviendrai vers vous sur la conduite de changement plus tard, parce qu'au fait, derrière, il y a des freins. Donc, il faut lever ces freins. Vous avez parlé de sensibilisation et de formation, parce que c'est vrai que c'est des leviers de transformation qui peuvent accompagner les États ou les entreprises. Julien Bornon, je voudrais votre réaction par rapport à ce qui a été dit. Stratégie, conduite de changement, intelligence collective, comment vous y trouvez? Quel est votre relevé de température pour que nous puissions arriver à cette performance? C'est vrai que l'intelligence collective implique ce qu'on appelle décloisonnement, et le décloisonnement, c'est aussi une implication qui va nécessiter des efforts de l'ensemble des partenaires concernés. À vous la parole. Je vous remercie. Merci à tous. Le titre de la session le rappelle, c'est qu'au-delà des intérêts communs, l'une des plus grandes difficultés du commerce extérieur, c'est la disparité. La disparité des acteurs, la disparité des logiques. La logique des douanes n'est pas celle d'un opérateur portuaire. La disparité aussi des contextes nationaux et des cultures propres à chaque pays d'accueil ou d'envoi des marchandises. Or, la meilleure façon d'organiser la réponse à la disparité, c'est la convergence, et c'est le titre de cette session. C'est comment, à un moment, les multiples parties prenantes, les multiples acteurs de la logique du commerce extérieur réussissent à travailler ensemble. Pour la CNUSED, l'une des convictions fortes, c'est que cette réponse, elle s'ancre dans la transparence des informations. Pour pouvoir s'entendre, il faut parler un langage commun, il faut avoir une vision commune,
des opérations de commerce extérieur, il faut pouvoir comprendre quelles sont la logique des uns et des autres. Pour dépasser ces différentes logiques, la seule qui vaille vraiment, c'est celle que mes collègues ont énoncée. Monsieur Raoult parlait de la centralité du client, c'est celle de l'opérateur économique. Ce qui compte dans une opération d'importation et d'exportation, c'est le fait que moi, opérateur économique, je puisse importer là où je le souhaite ma marchandise ou que je puisse recevoir la marchandise que j'ai achetée dans un autre pays. C'est que de mon point de vue, je puisse comprendre l'ensemble des différentes séquences techniques, des procédures administratives qui vont faire l'opération de commerce extérieur. Donc pour créer la convergence, répondre à la disparité, le mot-clé à la CNUSED, c'est la transparence. Et la transparence, on a essayé de l'ancrer d'un point de vue très opérationnel dans un outil qui s'appelle le Trade Portal et qui ressemble à bien des égards au Trade Sense que Portnet a pu créer ces derniers mois. Donc si vous m'y autorisez, je vais prendre peut-être 4-5 minutes pour montrer une vidéo sur ce que c'est que le Trade Portal de la CNUSED. Sincèrement, parce que comme on a pris beaucoup de retard, je vous fais porter la responsabilité des 5 minutes, donc pas au-delà. Pas au-delà, donc si on peut aller vite. Exécution du côté technicien, s'il vous plaît. Vous avez déjà écoulé 1 minute. Comment? Vous avez déjà écoulé 1 minute. 15 secondes. Rwanda's one-stop shop for information on trade, a system developed by the Rwanda Revenue Authority and the National Trade Facilitation Committee with support from Trademark East Africa, USAID, UNCTAD, and the ITC. The core of the Rwanda Trade Portal system is the database on foreign trade procedures. The procedures are presented in a standard way, from the user's point of view, not from the point of view of the institutions. For example, a trader wishing to export potatoes will select export and plant products. If he wants to import leather, he will select import and animal products. Let's say that I want to export coffee. I select export, then coffee. I also have to choose the exit point. In this case, cargo is by plane, so it is Kigali Airport. The system shows the preliminary registrations I have to request, the permits I must obtain, and the clearance process. Here, I have to indicate the amount of my consignment, since the procedure varies for consignments above 500,000 Rwandan francs. And for each, I can see the associated procedures, but I also have the option to see the full procedure, all the steps that are necessary to export my coffee. This is what I am interested in. I see that I have to go through 23 steps. First, I have to register as an exporter, 3 steps. Then I have to get an export license, 4 steps. Phytosanitary certificate, 5 steps. Certificates of origin, 5 steps. Clearing agent is easy, just 1 step. And then the clearance process, another 5 steps. Altogether, 23 steps. In addition to the list of steps, I see a summary of the procedure. There are 7 institutions involved. I will get 6 different registrations and certificates. For example, the export license. And for this, I'll have to give 28 forms and documents, such as the certificate of domestic company registration, that I'll have to give 3 times in step 1, 4, and 18. I can see the cost of the operation. It will, of course, depend on the value of my consignment. That I put here, 10 million Rwandan francs. I see the total duration from 1 to 5 days. And I'm given access to all laws and regulations that justify this procedure. This already gives me a good idea of the procedure. But if I want more detail, I can go step by step. For example, step 4, submit application for export license. I see where I have to go, the entity in charge, the unit in charge, and the person in charge. Then, what they'll give me, the result of the step, a receipt notice, all the requirements, the time it will take, 5 minutes in a queue, maximum 1 day until the next step. Apparently this step is free since no cost is indicated. I see a list of regulations that justify this step.
and the person I can complain to in case I have a problem with this step. This is generally the manager of the entity in charge of the step. I can also report problems online and even suggest simplification. Those messages go to the Secretariat of the National Trade Facilitation Committee. The information is the same for all steps. I see that some steps can be undertaken online. They are flagged with this orange globe. I can get the payment ticket online by clicking the Obtain Online button. One of the most important features of the trade portal system is that any institution involved in regulating or promoting trade can embed the procedures database onto their own website. For example, on the Rwanda Development Board website, under Export, click on Procedures and you'll find the same information as the Rwanda Trade Portal. Any institution can embed the system in a few minutes onto their own website. The system also shows statistics on trade procedures. This shows markets identified with high growth potential on the international market. OEC shows 2016 data on goods imported, exported, including destinations and original markets. The Rwanda portal will be constantly updated to reflect changes in regulations. New modules will also be progressively added to the portal, such as searchable tariff database, information on market requirements added, and other key facilitation tools developed under the auspices of the National Trade Facilitation Committee. Audio Jungle. Merci Julien. Je retiens en complément de la présentation qu'on a eue la logique de la transparence et son implication dans ce qu'on appelle la fluidification des échanges. Cesserait Filali, votre réaction par rapport à ce qui a été dit, donc je vous interpelle aussi, votre perception de la chose, notamment cette complexité des projets et quelle est la ligne de conduite de manière à les amener vers ce qu'on appelle la convergence et l'intelligence commune. Merci. Dans notre réalité portuaire, l'intelligence collective est une clé et un facteur important pour pouvoir converger les différents acteurs. Et cette question, en tout cas, constitue une préoccupation des autorités portuaires à travers le monde. Ce n'est pas une spécificité marocaine, pour deux raisons fondamentales. D'abord, c'est un levier d'amélioration de la performance globale. Et qui dit amélioration de la performance globale dit automatiquement on est à un certain niveau de compétitivité. Et deuxième élément, c'est lorsque ces deux éléments-là, qui sont la compétitivité et la performance, sont au beau fixe, fatalement en tout cas, dans le domaine des investissements au milieu portuaire, nous pouvons optimiser le levier investissement combien budgétivore. Et cette réalité ou l'importance de cette intelligence collective, de cette convergence globale, trouve sa raison d'être dans un certain nombre de spécificités et de caractéristiques qui sont propres au secteur des ports à l'échelle mondiale. Vous savez, un espace portuaire est une zone multifonctionnelle, une organisation complexe, des intervenants divers, des business divers, et les acteurs qui animent ces places portuaires ont fatalement des intérêts divergents. Et parfois, ils poursuivent des objectifs qui peuvent être antagonistes. Une autre spécificité aussi qui donne du sens à l'intelligence collective, c'est que dans un système de commerce extérieur et de transit portuaire en particulier, le client perçoit la performance au niveau global sur l'ensemble des maillons de la chaîne et pas uniquement au niveau d'un acteur. Et donc maintenir cette performance à tous les niveaux nécessite obligatoirement la mise en place de mécanismes de régulation, de mécanismes qui permettent d'opérer des réajustements performants et évolutifs. Comment on arrive à ces éléments fédérateurs? C'est-à-dire, vous avez parlé des attentes qui sont multiples. Comment on fait de manière à fédérer l'ensemble autour de ce qu'on appelle des bases communes d'entente? Quelle est, selon vous, la meilleure application pour y parvenir?
la meilleure application pour pouvoir fédérer les acteurs de l'écosystème portuaire passe par l'identification et le partage autour de projets fédérateurs et créateurs de valeur ajoutée. Nous parlons depuis ce matin du guichet unique. Les gens qui sont au courant de la genèse du projet, c'était véritablement très difficile à faire converger les positions des uns et des autres. Maintenant, nous constatons nous sommes à quel niveau par rapport en tout cas à la standardisation et ce qui se passe au niveau mondial. Nous avons aussi déclenché au niveau, en tout cas portuaire, un projet qui s'inscrit dans la même philosophie, et c'est ce qu'on a appelé l'Observatoire de la compétitivité des ports du Maroc. Alors cet observatoire qui se veut un outil de régulation de la performance, comment est-ce qu'on ait la même sensibilité par rapport à la performance, quel que soit bien évidemment notre coin d'intérêt, d'intervention, et quel que soit notre business. Et il me semble que ce projet, qui est aujourd'hui un stade très avancé, pourrait être aussi un élément qui va conforter cette convergence d'ensemble pour pouvoir aller dans la vraie compétitivité du commerce extérieur. Un dernier élément, tout ça c'est bon, mais si on manque de régulation, si on manque d'un chef d'orchestre qui coordonne, on ne peut pas véritablement aller de l'avant. Donc l'institutionnalisation passe par une régulation crédible. Et la régulation crédible passe par deux voies essentielles. D'abord, les pouvoirs qui accréditent la performance, très important, et puis l'indépendance qui donne du sens au bon usage du pouvoir. Et là, il faut de la didactique, ça a été dit dans le discours de la présidente de Portneuf ce matin. Il va falloir beaucoup de didactique, beaucoup de conviction pour que l'ensemble des acteurs versent dans cette logique d'ensemble pour que, in fine, la valeur ajoutée au niveau individuel devienne une réalité. Merci beaucoup, César. Je retiens la notion de didactique qui est très importante. Et c'est vrai, le langage commun, vous avez parlé d'observatoire et donc vous m'avez facilité la transition parce que je vais interpeller le président de l'Observatoire de la logistique au Maroc. Quel est votre ressenti par rapport à ce qui a été dit, donc diversité de stratégies. Donc quel est le fil conducteur? Bien sûr, vous allez répondre avec votre sensibilité et votre point de vue sur cette question-là. Quel est le fil conducteur de manière à ce qu'on puisse générer cette intelligence collective? Je pense que si on fait l'analyse de ce qui se fait aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une carence importante au niveau justement de ce partage, que ce soit entre public-public, public-privé et privé-privé. Et par là, effectivement, quand la convergence passe d'abord par la cohérence. Il faut qu'il y ait d'abord la cohérence entre les différents intervenants. Et pour qu'il y ait cette cohérence, il faut qu'il y ait d'abord le partage d'informations au départ. Et ça, c'est malheureusement, c'est ce qu'on constate, c'est que quand il y a une stratégie, ben, il y a généralement, c'est un ministère qui est en charge de sa stratégie, mais il n'y a pas de partage avec les autres ministères. Donc nous n'avons pas effectivement cette synergie entre d'abord à l'intérieur du ministère. Parler en amont, c'est-à-dire que quand on lance une stratégie... Effectivement, je parle en amont, et nous n'avons pas ce partage d'informations déjà à l'intérieur du même département, et en plus avec les différents départements, les autres ministères. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord au départ un partage de cette information pour laisser la possibilité à tout à chacun d'avoir une connaissance parfaite de toutes les stratégies, et éventuellement pourquoi ne pas aller vers une agence qui va regrouper toutes ces stratégies, et bien sûr que ce soit au niveau du suivi, que ce soit au niveau du pilotage. Donc,
Merci beaucoup. Donc, je reviens. Je pense que la salle va être interpellée sur ce qui a été dit parce que, sincèrement, beaucoup de thèmes ont été lancés. Je pense qu'il faudra les récupérer de manière à en faire un vrai débat. La logique amont, partage, qui génère par la suite la synergie qui va amener vers ce qu'on appelle un résultat. Adel, je vous ai laissé écouter l'ensemble des intervenants de manière à ce que vous puissiez nous faire une synthèse avec votre sensibilité par rapport à cette problématique stratégique, politique et comment faire converger l'ensemble vers ce qu'on appelle de la performance. Qu'est-ce que vous en pensez? Micro à Adil, merci. Voilà. شكرا جزيلا. I don't know, should I speak in Arabic or in English? What is convenient for the... well, I prefer to speak in Arabic just to make it alive. Okay, unless anybody has an objection. Anyone? Okay, so everybody who doesn't speak Arabic has the headset. This is the bottom line. حقيقة لا يمكن الإضافة كثيرا عن ما تقدم من الأخوة المتداخلين، ولكن إذا حاولنا أن نلخص الموضوع نرى أنه المشكلة دائما تكمن في موضوع التشاركية، سواء في موضوع المشاركة في الإعداد للاستراتيجيات بين جميع الفاعلين، سواء المنظمين التشريعيين لها أو المنفذين. وهذه دائما مشكلة غالبا ما تطرأ أو تظهر في جميع الاستراتيجيات، حيث أن من يقوم بالتشريع والتنظيم والتخطيط وإعداد الاستراتيجيات هو غالبا كيان مختلف عن من يقوم بالتنفيذ ومن يقوم بالاستخدام، وهذا شيء طبيعي. ولكن بطبيعة الحال لابد من مشاركة الفاعلين والمتأثرين والمستفيدين، بالإضافة إلى من بأيديهم السلطة والقرار. هذه مشكلة دائما تواجه جميع الاستراتيجيات. في موضوع اللوجستيات تحديدا هناك أيضا عنصر غائب عن الجميع، وهو التعريف الواسع أو النطاق الأوسع لما يعرف بتسهيل التجارة. فتسهيل التجارة ليس فقط الإجراءات الجمركية أو الإجراءات على المنافذ الحدودية، ولكنه موضوع يجب أن يبدأ من داخل البلد. يعني ليس فقط كيف نخرج البضائع من الفضاء الجمركي سواء بالخروج أو بالدخول، ولكن كيف نوصل البضائع أصلا من المنتج إلى الفضاء الجمركي، وكيف نوصل البضائع من الفضاء الجمركي إلى المستهلك الأخير بنفس الكفاءة التي نأمل أو نسعى تحقيقها. فعلى سبيل المثال لا جدوى من تخفيض زمن إطلاق الشحنات التجارية ضمن الفضاء الجمركي من 4 أيام إلى 4 ساعات إذا كانت هذه الشحنات ستواجه عراقيل في موضوع النقل البري من الميناء إلى المستفيد الأخير، أو ستواجه تكاليف عالية قد لا يكون العراقيل في موضوع الزمن ولكن في موضوع التكلفة. فإذا كنا وفرنا بعض التكاليف في الميناء أو الفضاء الجمركي نتيجة لكفاءة الإجراءات الحكومية أو تنفيذ ما يسمى تدابير تسهيل التجارة والنافذة الواحدة وما أدراك، ولكن لم نعتني بالطريق ولم نعتني بالقطاع الخاص أو الكارتلز التي تقوم بالنقل، وهذه حالة توجد في كثير من الدول. هناك كثيرا من الحالات أيضا التي داخل الميناء نفسه قد تقوم بتنفيذ إصلاحات تمس كثير من الإجراءات، ولكن تبقى بعض الجوانب التي تضيع الحصيلة التي وصلنا إليها. ملاحظة هامة في هذا الموضوع أنه يجب أن ينظر لموضوع تسهيل التجارة على أنه موضوع كامل. تسهيل التجارة أيضا هو ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتعزيز التنافسية. فبالتالي ما لم يتم النظر في جميع جوانب التنافسية من ابتداء من إجراءات تأسيس الأعمال إلى الإنتاج إلى تحصيل الضرائب إلى تحصيل الرسوم إلى النظام المصرفي إلى لن نتحصل على نتائج كبيرة. وهذا ما نلاحظه مثلا في كثير من الأنظمة، أنه هناك دول تسعى جاهدة ولكن لم تستثمر الوقت أو المصادر الكافية لتعزيز دور القطاع الخاص
أو كفاءة القطاع الخاص. ما تقوم به الدولة قد يذهب أدراج الرياح إذا لم يواكبه تطور في موضوع القطاع الخاص، والعكس أيضا صحيح إذا كان هناك تطور في موضوع كفاءة القطاع الخاص ولكنها تفقد نتيجة عدم كفاءة الإجراءات الحكومية على الحدود أو داخل البلد في كل الأحوال. ما أحب أن أضيفه في الأخير أنه ربما الاستراتيجيات التي تستخدم حاليا لن تكون ذات حتى الفعالة منها. down the road زي ما يقولوا in 5-10 years the next decade يشهد العالم تغييرات كبيرة، خصوصا ما يمر به العالم الآن من ثورات تكنولوجية ستغير ربما وضع القطاع اللوجستيات بالإضافة إلى قطاعات أخرى. فيما يخص المنطقة التي أغطيها بحكم عملي أو تغطيها منظمتي التي هي الأسكوا، وهي دول غرب آسيا بمعنى جميع دول الشرق الأوسط العربية مع دول شمال أفريقيا، الدول العربية تحديدا، هناك مشكل كبير يتمثل في التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم وتشهدها المنطقة، تحديدا مبادرة الحزام والطريق. هذه المبادرة بحسب المؤشرات الأولية لها ستغير وجه العالم فيما يخص اهتمام العالم أو وزن المنطقة العربية في خارطة العالم، في خارطة اللوجستيات الدولية، وفي خارطة النقل، في خارطة الموانئ والخدمات اللوجستية التي تقدم لأغراض التجارة العابرة، لأن المنطقة تعتمد بشكل كبير على التجارة العابرة كممرات دولية. لذلك ربما من الجدير ومن الأحرى بجميع الدول الانتقال إلى مرحلة استنباط أو استنظار التغيرات المقبلة وآثارها على المنطقة العربية. Shukran, c'est Adil. Juste une remarque parce que de ce qui sort de vos interventions, d'abord la stratégie c'est une vision, donc on se projette dans une perspective, ce qui voudrait dire qu'il y a une remise en question, une refonte même culturelle au niveau des entreprises ou des États, parce que quand on se lance dans un projet, donc il y a la vision, donc il faut prendre le défi de s'approprier cette vision et de l'opérationnaliser. Il y a un autre facteur que Adil a souligné qui est le contexte. Nous vivons pas dans des contextes qui sont immuables, ils sont bougeants, donc forcément ils ont des exigences d'agilité, c'est-à-dire que nous devons être agiles pour accompagner les stratégies et les plans de développement que nous mettons en place, conduite de changement et bien entendu remise à niveau, donc forcément le capital humain est impacté. Et c'est là où je voudrais vous interpeller tous à tour de rôle, la digitalisation qui est un point qui va reconfigurer complètement le commerce, les échanges et même la structure des entreprises et des États. Donc comment vous voyez cette transformation se faire, s'établir dans vos secteurs? Tout à l'heure, Siliusfi avait parlé d'une projection et d'une implication de la digitalisation dans le secteur. Donc vous allez y répondre, je ne vous ai pas laissé peut-être terminer tout à l'heure. Alors je commencerai par Serachid Tahri, président d'Observatoire. Comment vous voyez cette perspective, ce développement, cette digitalisation qui va contraindre les entreprises, les États à se reconfigurer et bien sûr à se remettre en question d'une manière permanente et dans une logique d'agilité, parce que nous ne vivons pas dans un contexte mondial qui est linéaire ou figé. Serachid. Merci, Sefra. En fait, la digitalisation va changer complètement notre perception et notre savoir-être, savoir-faire. Pour la simple raison que quand on parle de la logistique aujourd'hui, on est plutôt à la recherche des ressources humaines, à la formation des ressources humaines dans le système logistique. Alors que moi, je considère qu'aujourd'hui, on doit dépasser cette manière ou cette conception de la logistique. Nous devons aller justement vers la formation des ingénieurs qui sont capables justement de digitaliser n'importe quel process. Nous ne pouvons plus nous permettre de parler de la logistique. La logistique n'est qu'un maillon en fait de la digitalisation en général. Parce que quand on voit les grands comme Amazon, comme d'autres, qui sont
des plateformes digitales et qui contrôlent le monde, ce n'est pas des métiers. Ce n'est pas le métier de la logistique. C'est la digitalisation, cette plateforme digitale qui a changé, qui est en train de changer le monde. Donc je pense que le Maroc doit aller plutôt vers la performance au niveau des process à travers la digitalisation que vers les métiers de la logistique. Là j'ai un vrai problème de logistique aussi. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit, parce que j'ai oublié même ce que je disais, donc vous allez m'en être... Moi, je m'en rappelle. Comment votre agence compte accompagner ces évolutions dans une logique justement de digitalisation et de refonte carrément du secteur, dans le sens qu'a dit Serachita. Voilà, donc en fait, je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'a dit mon ami Rachid, mais peut-être que je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. En fait, comme je l'avais dit au début de mon intervention, donc le secteur de la logistique... Vous allez régler ça tous les deux après. D'accord, parfait. Entre observatoire et agence, ça marche toujours bien. Voilà, en fait, pour moi, donc, le secteur de la logistique est un secteur, comme je l'ai dit, qui est transversal. Donc, avec ce boom donc, de nouvelles technologies d'information et de communication, je crois qu'il va falloir, en continu, donc, repenser toute les chaînes logistiques. Vous savez, donc, je crois que tout le monde est d'accord avec moi si je dis que le modèle linéaire d'une chaîne logistique est un modèle qui est vraiment révolu. Maintenant, en fait, c'est un modèle qui est vraiment complexe, où toutes les composantes, que j'appellerais plutôt les maillons de la chaîne, donc, se parlent entre eux, d'accord? Et ça fait que donc, tout ce qui est flux d'information devient aussi important que les flux, les flux physiques et les flux financiers. Donc, et pour résoudre toute cette problématique, donc, et pouvoir donc, arriver à cette situation où tous les maillons se parlent entre eux, donc il n'y a pas mieux que la digitalisation, donc un ensemble de systèmes d'information. Bon, pour répondre de manière directe à votre question, qu'est-ce que fait l'agence dans ce sens? Donc bien sûr, l'un des axes que j'avais présenté tout à l'heure, c'est bien sûr avoir des opérateurs qui sont bien sûr compétents, donc qui sont un petit peu à jour avec ce qui se passe à l'international. Et dans ce sens, donc, nous avons un programme. D'ailleurs, en fait, c'est un résultat d'une réflexion commune entre l'agence marocaine de développement de la logistique, donc du GIAG Translog, qui est présidé par mon ami Rachid. Et voilà. Il vous arrive de vous entendre alors de Exact. On s'entend tout le temps en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc en fait, c'est un programme qui, en fait, puisque d'ailleurs le tissu marocain est formé, le tissu économique marocain est formé essentiellement donc, de PME, TPE. Donc c'est un programme qui, en fait, dans le but, est vraiment de rehausser le niveau logistique de ces PME, TME. Enfin, c'est un programme où il y a un ensemble de produits, donc ils sont au nombre de 9, d'accord. Et au niveau de chaque produit, donc il y a un accompagnement qui est aussi bien financier que technique de la PME. Et parmi donc ces produits qui sont au nombre de 9, donc nous avons un produit qui est vraiment intitulé donc digitalisation de la supply chain. Donc on fait un diagnostic avec la PME et la TPE pour voir où est ce manque en termes de système d'information, mais sur eux on l'accompagne aussi bien techniquement que financièrement dans la chose pour essayer de rehausser ce niveau. Voilà, merci. Siliusfi, vous m'apportez beaucoup d'éclairage parce que je ne le savais pas, moi personnellement, donc on devrait vous entendre souvent. Alors là, je pense que Serha, vous avez beaucoup de choses à dire dans ce sens-là, parce que j'ai évoqué votre casquette au sein de la CGM. Je sais que vous avez mené carrément une transformation digitale au niveau de la banque. Je voudrais bien justement que vous puissiez faire émerger quels étaient les éléments de blocage et de quelle manière vous avez fédéré l'ensemble pour que vous puissiez arriver à ce qu'on appelle une intelligence collective. Et ceci a dû impliquer ce qu'on appelle une conduite de changement, une refonte complètement culturelle de la structure à laquelle j'ai fait allusion. Déjà, un point peut-être important par rapport à... On parle de logistique, de transport, de commerce international. On n'a peut-être pas tendance à le voir comme ça, mais moi je le vois comme ça. C'est que le commerce international, c'est 10% de marchandises et 90% d'informations. Si vous ne traitez pas l'information, un super tanker porteur de conteneurs ne peut pas être géré manuellement. Donc c'est la qualité du traitement de l'information qui traite la logistique. Après, la marchandise, elle va passer l'essentiel de son temps à attendre quelque part, à être transportée sur un navire d'abord, peut-être un deuxième, peut-être un camion. Mais l'essentiel, c'est l'information que vous avez.
Donc, dès qu'on prend le problème en termes de traitement de l'information, ça change tout. Et ça, effectivement, le digital apporte beaucoup parce que l'ouverture qu'il fait, c'est cette fabuleuse révolution qui s'est passée, c'est que l'information est devenue rapidement disponible, stockable pratiquement à zéro, puisque le coût de stockage est pratiquement réduit à rien du tout, et donc on peut échanger en un temps court à des coûts bas et stocker des quantités énormes d'informations. Donc c'est ça qui fait la base de la révolution numérique et du digital. Et aujourd'hui, le commerce international rentre là-dedans, parce que toute cette quantité d'informations qu'on peut traiter, on peut les traiter à bas coût, et ça rend le système 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus efficace. Après, c'est comment faire. Là, on rentre effectivement dans votre question, la gestion de changement. Il faut dire, pour définir le changement d'abord, pourquoi il est difficile, pourquoi il faut le gérer, gestion de changement, c'est que le changement, ça, c'est du stress. On doit faire demain des choses différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, donc ça casse un peu la routine et ça inquiète. 2, c'est une perte de responsabilité, parfois de poids, parfois de position, donc ça fait peur. Et 3, ça déplace des centres de pouvoir. Donc si on ne voit pas ces 3 choses, la gestion de changement n'est pas simple. Donc il faut les traiter. Ne pas les traiter, ce qui arrive malheureusement souvent, c'est de dire bon, ça va se passer tout seul. Ben, ça ne se passe jamais tout seul. Et quand je dis ça, je pense au budget. Les gens qui font d'énormes projets, il faut presque que le budget de la gestion de changement, avec ce que je vais dire après, soit aussi important. Enfin, j'exagère peut-être parfois, mais que le projet lui-même, en termes d'investissement, de mobilisation et de temps. Ce que je voulais dire sur comment. Bon, évidemment, il y a le facteur humain. Le facteur humain, c'est d'abord pour surmonter la peur, surmonter le stress. C'est de lui apprendre ce qu'il va faire. Donc la formation est un élément important. Il est fondamental aussi de bien comprendre quelles sont les problématiques de transfert de responsabilité pour que ça ne tombe pas sur les endroits où cette responsabilité ne peut pas être assumée. Donc il faut bien identifier les endroits pour mettre les responsabilités là où il faut. Après, il y a la crainte d'un déclassement, d'un changement, c'est-à-dire de perte de pouvoir. Et ça, malheureusement, ça arrive souvent dans les administrations. C'est-à-dire la réticence vient d'où ? Elle vient simplement du fait qu'un pouvoir que moi j'ai dans l'administration A va passer à l'administration B, où je pense que ça va être le cas. Donc ce type de choses, il faut le traiter dans la gestion des carrières des gens. Alors parfois il faut rassurer, parfois il faut changer les gens, parfois il faut assumer, mais le gérer. Et tout ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Donc si le projet gestion de changement par rapport à de grandes modifications doit être traité en tant que tel. Je prenais l'exemple de la banque où je suis. Nous, on a passé, par exemple, presque 1 an et demi à développer une nouvelle application pour notre traitement dans les agences. Ben, on a passé presque le même temps pour préparer les gens à aller et à l'utiliser, alors qu'elle était prête. Mais cette préparation était nécessaire avec des premiers tests, etc., jusqu'à ce que les gens soient totalement rassurés. Et le changement, finalement, réussit lorsque vous faites en sorte que la masse critique des gens qui gagnent dans le changement est de votre côté. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui gagnent ou qui croient qu'ils vont gagner que de gens qui croient qu'ils vont perdre. À partir de là, le changement est gagné. De ces précisions, Adil, est-ce que vous pouvez tout de suite prendre la relève, s'il vous plaît, et ainsi de suite. Après, on passera la parole à la salle. Thank you very much. Very short, like few words. Like digitalization is very important. Is the norm of today. If we miss it, we miss everything. And we have in this region, for example, we have missed a lot of, the previous industrial revolutions. If we miss this one, we are missing everything. And the problem is, like, I don't see it as an investment, it's a capital, it's a funding issue. It is a determination, is a strategy. Because what you see when you look at the map of investments of infrastructure, for example, just in the ports in the Arab region, across the Arab region, you see like huge amounts of investments. Are they necessary? This is the question. Of course, they are necessary, but to what extent we need to? They are necessary. Like you have to strike the right balance between investing in infrastructure and in the soft infrastructure, which is the digital world, the digital economy, because this is what's going to matter. What matters now, and what will even more matter
in the future. It doesn't need only strong infrastructure, but it needs human capital that is capable of catching up with the world and providing the service and using the data and dealing with the big data issues with the blockchain and other things, Internet of Things and all of these technological developments. So the bottom line is investments in education and the soft infrastructure. Merci à Adil. Heureusement que vous m'avez averti que c'était rapide. Merci. Srer, c'est Srer, à vous, s'il vous plaît. Bien, donc pour la digitalisation, je crois qu'il n'y a pas d'avis partagé, comme c'est un élément, c'est un outil qui aide à rendre, bien évidemment, l'acte quotidien facile pour l'acteur. Et certains secteurs économiques qui, de par leur nature, ne peuvent pas maintenir et ne peuvent pas aussi construire, de par leur simple forme, les équilibres prérequis ou les équilibres établis. Et la digitalisation vient comme un levier qui aide à, bien évidemment, disposer de l'information en temps opportun, de l'information pertinente, pour pouvoir donner du sens au système de décision et au système de gouvernance de manière générale. Alors, il ne suffit pas, bien évidemment, d'avoir des infrastructures logistiques efficaces, conformes aux standards internationaux. Et il ne faut pas aussi disposer d'un service de qualité qui répond aux exigences de régularité et des attentes des acteurs. Mais il faut aussi que, pour ne pas se retrouver dans une situation de gâchis, de destruction de la valeur, de disposer justement de cette digitalisation qui aide, bien évidemment, à rendre l'action efficace et efficiente de l'acteur qui est derrière le business économique. Ça, c'est important. Pour la question du changement et pour avoir vécu de périodes extrêmement pertinentes dans la gouvernance du secteur des ports au Maroc. Rappelez-vous la réforme en 2007 et puis Portnet et aussi l'Observatoire. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Le partage, l'implication de l'élément humain et la banalisation des objectifs. Sans cela, bien évidemment, on peut assister à des réticences pour que le dit changement, en tout cas ciblé par ceux qui assurent la gouvernance, puisse être institutionnalisé, que ce soit au niveau d'un secteur ou au niveau d'une structure, quelle que soit sa dimension. Merci beaucoup, Sylvie Lali, de ces précisions très pertinentes. Isidore, la parole vous vient naturellement et de droit. Votre réaction par rapport à ce qui a été dit? Très sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ce qui sensibilité, votre sensibilité, parce que je sais que vous êtes rempli de sagesse, allez-y. Non, je vous remercie. Non, je pense que là, je vais intervenir en tant que président de l'Alliance pour dire qu'effectivement, l'intérêt de ces rencontres, c'est d'écouter. Parce que là, c'est des métiers qui parlent. Hein. Je pense que quand on parle de digitalisation, ça concerne d'abord les métiers. Alors, quand je note que toutes ces interventions, il y a une réelle prise de conscience que nous avançons, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Donc, je pense que cela doit se traduire par la remise en cause de notre mode de fonctionnement. Donc, je crois que pour moi, c'est quelque chose de très, très positif. Et nous, en tant que facilitateurs, parce que nous ne sommes bien d'autres que facilitateurs, nous devons non seulement l'intégrer, mais effectivement amener nos partenaires à comprendre que la digitalisation aujourd'hui fait partie de notre mode de fonctionnement et qu'il est impossible pratiquement de revenir en arrière. Il y a effectivement des craintes qui s'expriment dès qu'on parle de changement, mais ces craintes, à mon avis, ne sont pas fondées dans la mesure où j'ai parlé de métiers. Le vrai pouvoir est au niveau des métiers. Les facilitateurs, les guichets uniques n'ont pas de pouvoir, c'est les métiers qui ont le pouvoir. Et la crainte de perdre ce pouvoir, c'est effectivement de ne pas vouloir changer. Je pense que changer ne veut pas dire perdre de pouvoir, au contraire, c'est mieux le conserver. Voilà, je pense que ce que je pouvais ajouter, mais surtout dire que je me réjouis de cette prise de conscience pour comprendre qu'aujourd'hui, le monde va très, très vite. Nous ne pouvons plus faire l'économie comment dirais-je, de ces réserves, de cette peur qui ne permettront certainement pas d'avancer, parce qu'à ce moment-là, nous serons peut-être laissés de côté, mais il est important que cette prise de conscience soit réelle
et que toutes les actions soient menées pour que le changement soit une réalité. Moralité, on n'a pas le choix que de changer. Julien, pour terminer cette prise de parole circulaire, parce qu'au fait, je vous ai tous fait intervenir sur cette question, mais pitié, ne me faites pas de présentation donc après votre réponse. Non, j'en ai 3 qui attendent. J'en ai pas une seule, j'en ai 3. Non, très rapidement, je voudrais répondre à votre question sur les transformations induites par la digitalisation. Et je voudrais m'appuyer pour cela sur la définition que Siraou a donnée du commerce international. 10% de gestion des marchandises et 90% de gestion de l'information. Des data, comme on dit. Or, une question qu'on aborde peu souvent parce qu'on est centré sur la facilitation, c'est que va-t-on faire de ces data? Que fait-on de ces data? Quand je confie, moi, opérateur, des données de plus importantes à Portnet, et je suis certain que Portnet en fait sûrement bon usage, qui contrôle, qui fait quoi et comment exploite. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire un usage positif de ces datas et ça va permettre à Portnet, à l'autorité des ports, au ministère du Commerce d'avoir une vue très fine du commerce du Maroc avec le reste du monde et donc d'adapter ses stratégies, ses outils et ses politiques pour être encore plus performants et renforcer la position du Maroc. Mais effectivement, on le voit arriver, l'effet plus négatif, c'est est-ce que ces datas vont être, comme au Maroc, utilisées à bon escient ou est-ce qu'on va être utilisé pour des fins d'intelligence économique, que ce soit au niveau des entreprises ou même au niveau de chaque pays? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Ça rejoint ce qu'a dit le vice-président de la CGM tout à l'heure sur la criticité de ces données et justement la façon dont on les exploite. Je m'oriente, je regarde Madame la Présidente du Conseil d'administration de Portnet. Est-ce qu'on permet à la salle d'intervenir ou pas du tout? Bon. Donc, 5 minutes. Merci de votre gentillesse, Madame la Présidente. Est-ce que la salle a des questions? Je pense qu'avec ce qui a été dit, certainement, il y a matière. Je crois que le caricaturiste a quelque chose pour vous, messieurs. Donc, il y aura une réaction certainement souhaitée de votre part. Allez-y, lancez-le. Allez-y. Alors, qu'est-ce que le caricature? Voilà. Alors, quel modèle d'intelligence collective faut-il adopter? C'est-à-dire qu'on s'y perd. Bref, ce ne sont pas les stratégies qui manquent, mais plutôt de vrais plans d'action. Question dans la salle? Est-ce que vous voulez intervenir, Serhou, si Yousfi, par rapport à ce qui a été dit? C'est-à-dire que ce sont les vrais plans d'action qui manquent et pas les stratégies? C'est-à-dire qu'on est capable de penser, mais pas forcément de réaliser? Moi, je dirais plutôt que s'il y a stratégie et plan d'action. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre en œuvre ces actions. D'accord? Parfait. Donc, il y a une boule de cristal bleu, je ne sais pas à quoi elle sert. Serhou. En fait, c'est dans le concret que les choses se font, se compliquent. Et donc, les stratégies, effectivement, il faut qu'elles existent. Il ne faut pas non plus galvauder le mot stratégie au point de s'en passer complètement. Et derrière le mot stratégie, d'ailleurs, moi, je préfère mettre le mot pilotage général et le mot donner du sens, enfin, donner l'orientation. Je pense que les projets qui marchent, c'est lorsque on a une structure ou quelqu'un qui, en permanence, sait orienter les choses. Ça, c'est l'aspect stratégique. Mais par contre, la mise en place, les plans d'action, c'est pour ça que tout à l'heure, dès le départ, je parlais de gérer en mode projet. Et ça suppose des pilotes, des comités de pilotage, un délai, un budget. Si on n'a pas ça, les choses ne se passent pas correctement. Alors, quand il y a plusieurs intervenants, c'est toujours compliqué de les faire travailler ensemble. Et là, par contre, on revient au sens. Donner du sens commun à tout ce monde-là, c'est important. Et là, la vision stratégique a tout son sens et toute sa signification. Donc, il ne faut pas opposer les choses. C'est les deux qui sont nécessaires. Serhou, d'autres réactions? On va faire en sorte que la caricature était la question de la salle ou les questions de la salle. Messieurs, je me retourne vers vous pour vous remercier infiniment, chaleureusement de vos interventions, de votre pertinence et surtout à la salle, de sa présence et de sa patience. Excellente soirée. Et par la même occasion, donc, j'invite les autres membres du second panel donc, à me rejoindre.